parce que je ne sais pas si je vais tenir le timing. Je vais essayer de vous montrer un maximum de choses. Bon, apparemment, la BI dans le cloud, ça n'intéresse pas grand monde, vu toute la place qu'on a dans la salle, mais bon, c'est pas bien grave. En fait, dans cette session, j'ai prévu de vous parler de tout ce qui est possible de faire en termes de BI dans le cloud. En fait, quand je dis tout ce qui est possible de faire, c'est un peu présomptueux. Je vais plutôt vous donner des pistes, des idées, et après, ça sera aussi, vous, votre imagination qui vous permettra justement de tester, d'essayer de nouvelles choses pour répondre justement aux problématiques auxquelles vous allez être confrontés. J'ai prévu durant cette session aussi de vous faire un retour projet sur ce qu'on a fait cet été, avec une nouveauté qui est arrivée, qui est SQL Data Warehouse, donc qui est notre service de base de données qui comporte justement le moteur aussi Polybase, qui vous permet, pour ceux qui connaissaient donc dans les solutions sur site, qui étaient APS, Analysis Platform System, qui permettait justement d'aller requêter avec du langage Transact SQL que vous connaissez, aussi bien des données structurées que des non structurées. Donc on a travaillé là-dessus sur un vrai projet. Je vais vous donner la configuration qu'on a eue parce que c'était sympa les échanges avec le client, notamment quand vous recevez des paquets de fichiers CSV de 15 gigas à traiter. Donc voilà, c'est costaud, il faut y aller. Et vous allez voir qu'avec SQL Data Warehouse, il y a des solutions plutôt sympas. Donc l'idée c'est ça, c'est de vous montrer tout ce qu'on peut faire dans le cloud en termes de BI, du moins vous donner un maximum de pistes. Et puis j'ai prévu aussi de vous parler d'une petite nouveauté qui va arriver. On peut commencer à en parler, donc j'ai décidé justement de vous en parler pendant le SQL Saturday. Donc avant de commencer, merci à nos sponsors. Hein. Donc moi je fais partie de Microsoft. C'est grâce à eux si on a cet événement, les locaux, de quoi se nourrir et de quoi s'hydrater s'il y a besoin. Et puis bien sûr nos volontaires, sinon sans eux, ça ne serait pas aussi fluide et aussi simple pour nous, speakers, et puis justement ceux qui viennent assister. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que mes agendas ils sont souvent très simples. Hein. Donc là ça tient en 3 points. Pourquoi le cloud? On va aller très vite là-dessus, je pense que tout le monde connaît un petit peu le cloud dans la salle, et moi j'imagine. Qui ne connaît pas le cloud dans la salle? Donc j'en étais sûr, donc on va aller super vite, c'est juste pour refaire une petite intro. Après on va commencer à jouer sur quelle solution. Et c'est là où honnêtement je me suis un peu plus pris la tête, excusez-moi du terme, c'est je le présente comment en termes de solutions technologiques, en termes de solutions métiers, je ne savais pas trop comment le placer, puis je me disais je vais suivre en fait finalement les strates du cloud, et puis voir quelles solutions en fonction de ces strates on peut mettre en place, sachant que le risque de choisir un axe par rapport à un autre, c'est de s'enfermer justement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre un petit bout en YAS, un petit bout en PASS. On peut mixer les deux, les trois, on peut imaginer plein de choses. Mais il fallait bien que je structure ma présentation d'une manière ou d'une autre, et c'est comme ça que j'ai choisi d'y aller. Et puis justement, comment y aller à ces solutions, comment on migre, est-ce qu'on y va directement, comment on migre. En fait, ce point-là, même si je vais revenir un petit peu à la fin, je vais en parler tout au fil de ma démonstration justement. Okay. J'imagine que vous avez vu ça des centaines de fois, d'accord? Donc pour ceux qui quand même ne connaissent pas, le cloud c'est tout ça, hein. C'est le YAS, le PASS, le SAS. Je vais revenir sur ces acronymes un peu barbares. Ce que vous devez sûrement connaître, et on a tous commencé, c'est par cette partie-là. On est sur site, on est chez nous. Il faut tout gérer. Hein. Donc trouver un endroit où mettre les machines, trouver une prise électrique, trouver de quoi l'installer, ensuite les bons drivers, le système d'exploitation, tout ça, boum, on y va, on fait les installs, on a notre OS, ensuite nos bases de données, puis ensuite nos applications, etc. Blablabla. Donc c'était à nous de tout gérer. Avec l'apparition du cloud, il y a 3 strates qui sont apparues, puis ces 3 strates vont permettre justement de décharger des responsabilités, mais aussi des contrôles. Alors là, je viens de m'apercevoir que les jeux de couleurs pour vous ne sont pas terribles. En fait, ici, il y a des nuances. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Peut-être pas terribles. En fait, toutes les cases qui sont un petit peu plus foncées, c'est là où, quelque part, vous n'avez plus le contrôle. Dans le sens où c'est un prestataire de cloud qui va s'occuper de ça pour vous. En IaaS, Infrastructure as a Service, le fournisseur de cloud va vous dire, je vous donne une infrastructure de virtualisation sur laquelle vous allez poser vos machines virtuelles. Et par contre, vous serez responsable de tout ce qu'il y a dans la machine virtuelle. D'accord? Les OS, les bases de données, les mises à jour, les services packs, tout ça, l'administration, les droits, ça sera à vous de le faire. Finalement, si vous avez déjà fait des machines virtuelles qui existent chez vous, vous pouvez les migrer facilement vers un prestataire de cloud. Si maintenant, vous voulez vous affranchir justement des installations, de la haute dispo, parce que si vous voulez des applications à trop de disponibilité, je parle justement SQL Always On, dans le IaaS, c'est à vous de le monter comme à d'habitude, d'accord?
Si maintenant vous voulez plutôt consommer du service, là on va passer ce qu'on appelle en PaaS, en plateforme as a service. En fait c'est tout simple, vous allez sur un portail, armé de votre carte bleue, super important, et avec cette carte bleue, vous allez pouvoir avoir accès à plus ou moins de services. Si je prends le cas du cloud Azure, donc le cloud de Microsoft, vous pouvez dire j'aimerais provisionner, me créer un serveur de base de données sur lequel je vais me provisionner plusieurs bases, avec plusieurs niveaux de tarification. Ces niveaux de tarification vont vous donner des options, justement pour savoir est-ce que je veux une base simple, est-ce que je veux une base géoredondée avec des sauvegardes, si oui, des sauvegardes à combien de jours, à 8 jours, à 30 jours, bref, tout un tas d'options pour justement avoir des services pour vous affranchir de tout ce qui est sauvegarde, des administrations, et ne vous focalisez que sur la base de données et les données qui sont dedans. Donc, ce qui fait que vous branchez votre appli directement ici, et tout ce qui est gestion de la base de données, vous en déchargez complètement. Et enfin, le SaaS, Solution as a Service, c'est-à-dire que si jamais même les bases de données, tout ça, vous ne voulez pas vous en occuper, mais vous voulez juste une solution clé en main, encore une fois, moyennant finance, vous souscrivez à un service, et puis boum, vous venez vous connecter. Je pense notamment à Power BI. Power BI Service, donc là, dans sa deuxième version, vous avez un portail, vous y connectez, vous avez tout un tas de connecteurs déjà pour aller chercher des données, pour aller créer vos rapports, pour faire tout un tas de choses, faire des dashboards, les partager, etc. C'est une solution ici as a service. Donc voilà, un rapide résumé, mais je pense que c'est des choses que vous avez déjà entendues. Alors donc le cloud, au sens large du terme, ça va vous fournir tout un tas de choses finalement. Et ce qu'il faut garder, donc une des caractéristiques du cloud, c'est justement son évolutivité. Déjà, le nerf de la guerre, notamment lorsqu'on fait de la BI, il faut stocker les données. D'accord ? Déjà, on se pose la question comment je les stocke, structurés, non structurés, des fichiers, bases de données, comment je fais mes bases et tout, etc. Le cloud va justement vous proposer tout un tas de choses. Donc un espace de stockage, vous allez déposer vos fichiers tels qu'ils sont, ou alors avec des bases relationnelles, ou alors du style des stockages NoSQL. NoSQL, c'est-à-dire Not Only SQL, d'accord, hein, sur des schémas un peu différents, ou alors sur des tables carrément en clé-valeur. Bref, vous pouvez avoir tout un tas de types de stockage. Ce qui est intéressant dans les solutions cloud, au sens large du terme, c'est que quasiment tout le monde, quand vous prenez un compte de stockage, il est automatiquement redondé plusieurs fois pour vous. Dans le cas de Microsoft Azure, il est redondé 3 fois, ce qui fait qu'en termes de garantie de sauvegarde de vos données, vous êtes tranquille. Et puis surtout, on se tire tous un peu la bourre sur les coûts, et les coûts de stockage sont vraiment ridiculement pas chers. Vraiment, vraiment pas chers. Vous pouvez stocker des pétas de données, ça ne vous revient pas à grand-chose. Le cloud va aussi vous permettre des choses super intéressantes, de dire voilà, pour 20 minutes, j'ai besoin d'une puissance de calcul phénoménale parce que j'ai un gros volume de données à traiter, puis je veux y passer des scripts, des scripts R, Pig, Hive, Transact SQL, peu importe. Et dans ces cas-là, le cloud va vous permettre donc d'aller générer à la volée, de manière manuelle ou automatique, la batterie de serveurs en cluster qui vous intéresse pour exercer en mode parallèle le travail que vous voulez faire pour récupérer un résultat. D'accord ? Encore une fois, ici, la seule limite, c'est votre carte bleue. Hein, d'accord ? Mais vous pouvez imaginer sortir des clusters à 32 nœuds avec 64 Go de RAM et qui boostent pour vous pour faire des calculs très importants. Alors bien entendu, mais ça j'en ai parlé, hein, toutes les solutions que vous montez sont, et en fonction des options aussi que vous allez prendre, sont automatiquement redondées, imaginez des failovers, ce genre de choses, notamment si vous devez mettre en place des solutions BI. À côté de ça, du failover, il y a aussi ce qu'on appelle la mise à l'échelle. Vous avez développé une application, vous arrivez dans une période d'activité qui va être cruciale pour vous. Vous pouvez dire, hop, je me mets en mode full patate. Hein, d'accord ? C'est-à-dire que vous allez augmenter les processeurs, la RAM, etc. pour pouvoir encaisser le pic. Et au moment où ce pic a été encaissé, vous revenez à des dimensions de machines ou de services qui sont beaucoup plus acceptables en termes de facturation. Mais quoi qu'il arrive, vous avez un budget qui va réellement suivre la courbe de l'utilisation de vos applications. Extensible, donc vous pourrez facilement rajouter des services, vous pouvez facilement rajouter des composants à votre architecture, infrastructure, et puis surtout vous avez des API qui permettent donc autour de ça en plus de développer vous-même vos propres solutions. Quand je dis extensible, il y a encore 1 an et demi, 2 ans, on n'entendait pas trop parler des solutions, des demandes clients qui étaient temps réel. Là maintenant, c'est quasiment aujourd'hui 50% de la demande. Nous, c'est ce qu'on voit côté Microsoft, côté avant-vente.
où ils veulent voilà, des tableaux de bord plus ou moins dynamiques, quasi temps réel, ce qu'on appelle le NRT, Near Real Time. Le cloud donc s'adapte très bien à ça. Alors donc le cloud avec non justement la BI, l'évolution de la BI, c'est mon slide d'après, j'étais un peu vite dans ma presse. Ça vous connaissez par cœur, d'accord? La BI traditionnelle, j'ai mes sources de données qui principalement se trouvent chez moi. Ici, donc, je vais ingérer les données, je vais les transformer, puis je vais les redistribuer souvent dans des data warehouses, voire dans des data marts, et puis je vais faire toutes mes solutions BI là-dessus. Ça, vous connaissez par cœur. Sauf que le monde a un petit peu changé. Déjà, les volumes de données explosent considérablement. Hein, il y a encore 4-5 ans, quand je faisais des projets BI, les clients m'envoyaient des fichiers de 500 mégas. Là, je vous dis, c'est des paquets de fichiers CSV qui font 16 gigas, entre 16 et 20 gigas. Et je parle vraiment par paquet. Hein. Donc, c'est plus du tout la même. La notion de real-time au niveau d'utilisateur, ouais, j'aimerais surveiller les réseaux sociaux, j'aimerais avoir mon flux de vente de manière la plus proactive possible, ce genre de choses. Alors après, on entend tout dans le temps réel. Hein. Là, c'est vraiment la seconde. Temps réel, pour certains clients, c'est 10 minutes, une demi-heure. Il y a vraiment de tout, mais c'est quelque chose d'assez réactif quand même que l'on demande. Et puis, vraiment une réelle nouveauté, c'est que maintenant, les données ne naissent plus forcément en entreprise, mais naissent aussi directement dans le cloud. Et ça aussi, il faut pouvoir le gérer, notamment avec les scénarios que vous avez sûrement dû entendre parler, tout ce qui est IoT, Internet of Things, les objets connectés. On entend de plus en plus parler, et c'est exactement dans ce cas-là. Le cloud est vraiment adapté pour faire justement prendre tous les scénarios IoT. Dis-moi, on prend la photo que je sorte les mains de mes poches quand même. Donc, on a vu le cloud d'un côté, la BI de l'autre. Donc, les deux peuvent très bien cohabiter, notamment avec tout ce qu'on a vu, hein, la BI qui demande des volumes de données. Ça va au fond, vous voyez bien, sinon dites, hein, je peux zoomer. Hein. On est entre nous là finalement, vu qu'on n'est pas trop nombreux, donc n'hésitez pas. Si je fais un truc comme ça, c'est peut-être mieux, non? Voilà. D'un côté, la BI avec les données, les données qui explosent, les demandes en stockage de plus en plus importantes, et puis la notion de temps réel que l'on nous demande très régulièrement. Et puis le cloud en face hein, qui propose justement tout un tas de solutions, de services justement pour pouvoir s'adapter à la demande. Ok, ça c'était l'intro. Je pense que vous n'avez rien appris de nouveau sur le sujet. Maintenant, on va commencer. Donc la BI dans le cloud. J'ai choisi, comme je vous ai dit en introduction, la structure de faire en IaaS PaaS SaaS, ce qu'on a vu au début. On aurait pu le faire d'une manière différente. Finalement, ça c'était pas mal parce que ce que vous allez voir là, c'est quelque chose que j'ai monté tout au début du cloud. Déjà pour mon besoin personnel et puis je suis un gros feignant dans le sens où je fais les choses bien une fois pour ne pas avoir les refaire. Donc j'ai monté une belle machine et tout dans le cloud avec la totale moule frite côté BI à l'époque de Microsoft. Donc je vous parle de ça il y a 3 ans maintenant. Et j'ai sauvegardé mes VHD et j'ai fait tourner la machine, ce qu'on appelle dans un cloud services, que j'ai rendu disponible à l'extérieur. Ça, c'était possible parce que les serveurs, en fait, comme on a vu tout à l'heure, donc au début, on les installait sur des machines physiques. Après, on a virtualisé. Qui dit virtualisé, extensibilité vers le cloud en IaaS, parce que comme on propose une architecture de virtualisation pour vous, vos machines virtuelles, vous les prenez, vous les mettez dans le cloud. Petite parenthèse, dans le cloud Microsoft Azure, c'est réversible. Hein. Vous pouvez envoyer votre VHD et puis vous pouvez le récupérer aussi. Donc là, nous, on va vraiment parler dans cette situation-là. Donc nos machines virtuelles qui tournent en IaaS, infrastructure as a service. Vous avez un portail, vous avez une galerie qui va vous proposer tout ce que vous pouvez créer. Si je fais tomber le micro, ça ne va pas être terrible. Et à partir de cette galerie-là, vous pourrez tout simplement dire j'aimerais une machine 4 cœurs avec 28 Go de RAM, si possible avec du SQL Server dessus. Petite parenthèse, ça peut être très bien pour tester SQL Server 2016 par exemple. Vous êtes dans la galerie, pouf, il y a déjà des machines qui sont prêtes pour tester SQL Server 2016. Et puis lorsque vous créez vos machines virtuelles, rien ne vous empêche de faire ce genre de choses finalement, tout ça dans le cloud, parce que le cloud vous propose en plus de créer vos machines virtuelles, de créer vos réseaux. Une fois que vous avez créé vos réseaux virtuels, vous pouvez commencer à installer pourquoi pas un domaine contrôleur. Ensuite, vous allez installer une autre machine, vous allez faire joindre à ce fameux domaine. Donc on peut imaginer des bases SQL. Et puis après une autre machine, vous allez aussi faire joindre au domaine. Puis by the way, pourquoi pas prendre une machine SharePoint, que vous allez dire là, le serveur SQL il pointe ici, puis finalement vous avez monté une solution BI directement en infrastructure as a service, directement dans le cloud. Ici.
vous n'avez aucune machine physique chez vous, vous allez payer la consommation de vos machines. Donc si ça doit tourner tout le temps, ça sera une facturation au mois complet. Mais si jamais les week-ends, vous pouvez arrêter certaines machines, vous en plus, vous diminuez la facture. À ce niveau-là, vous optimisez vraiment les coûts. Comme c'est dans le cloud Azure, vous pouvez automatiser les choses si vous le souhaitez. Et surtout, c'est ça qui nous intéresse, vous pouvez définir un point de terminaison sur votre machine frontale pour dire qu'elle va être accessible depuis l'extérieur. N'importe qui avec un navigateur web, pouf, s'y connecte. Après, ici, ce qui va rentrer en jeu, ça va être le domaine contrôleur. Hop, je m'authentifie, boum, j'ai accès à mes machines. Quand j'ai monté ce type de choses il y a un peu plus de 3 ans maintenant, quand j'allais chez les clients, des fois, je n'avais même pas ma machine. Je disais à mon client, est-ce que je peux faire la démo sur votre machine? Comment vous allez faire? J'expliquais le truc, c'est génial et tout, nanana. Ça vous permet un contrôle complet de l'infrastructure. Je sais qu'il y en a qui aiment avoir un contrôle complet de leur infra. Ça reste des installations classiques, notamment pour composants BI. Donc ça peut être du reporting services comme vous avez sûrement l'habitude de le faire, ou alors du SharePoint avec tout ce qui est les Excel services et compagnie. Et puis surtout, vous n'avez aucune gestion de machine physique. Il y a quand même un problème à ça, un gros problème. Toutes les données sont forcément dans le cloud. Et on a beaucoup de clients qui disent c'est super votre truc, mais moi, hors de question que je mette mes données dans le cloud. Ok, très très bien. Comme nous, ce qu'on pousse nous beaucoup chez Microsoft, c'est le cloud hybride. Ce que je vous ai parlé tout à l'heure du continuum sur site, cloud privé, les machines virtuelles sur site. Maintenant, quand les machines virtuelles, on les passe sur une infrastructure virtualisée proposée par un fournisseur de cloud, pourquoi pas, dans ces cas-là, considérer le cloud comme une extension de votre data center. On n'est pas en train de dire tout ce que vous avez fait aujourd'hui, sur tout ce que vous avez investi, on ne va pas le mettre à la poubelle, on va capitaliser dessus. Mais pour certains scénarios, qui peut être ouvrir la BI à l'extérieur ou faire des tests ou quoi aux caisses, pourquoi pas étendre, d'accord? Et donc imaginez avec monter un VPN, ce genre de choses, comme des choses qui se font de manière assez classique. Conserver les données sur site, donc vous conservez la maîtrise de données, vous avez votre infrastructure, un tunnel VPN, avec une ou plusieurs machines qui vont venir chercher l'information. Et là, donc, les utilisateurs se connecteront quand même sur leur point de terminaison, et puis les données, soit elles sont ici, soit vous irez les chercher directement sur site. Bien sûr, attention ici à la qualité du réseau quand même, aux latences, etc., pour assurer quand même un minimum de performance. Ou alors, ça peut être juste, vous envoyez à une fréquence que vous déterminez les données juste nécessaires pour le reporting. Bien entendu, tout ce qui est scénario de temps réel, ici, on oublie. Et si c'est pour du reporting journalier, c'est largement suffisant. Le mieux, c'est que je vous montre rapidement comment ça fonctionne, ce que ça donne. Donc, imaginons ici, hop, je me connecte à ma machine virtuelle. Donc, j'ai fait une installation classique, ce qui fait que j'ai donné un nom à ma machine que j'ai appelé de manière très originale Frit. Et derrière, on va utiliser le cloudapp.net. Cloudapp.net, c'est l'extension par défaut, justement, ce qu'on appelle des cloud services donc dans Azure. Puis une fois que j'ai fait ça, je me connecte à ma machine. Normalement, j'aurais dû avoir un prompt qui me dit, qui me demande le nom de mon domaine, le nom de mon authentification et mon password. Comme j'ai testé la démo quand même avant de vous présenter il y a 10 minutes, il l'a gardé en cache. Mais normalement, il demande de vous authentifier. Puis là, vous arrivez ici. Vous avez sûrement reconnu un frontal SharePoint. Les machines sont pourtant quelque part dans le cloud. Et après, rien ne m'empêche d'aller sur une solution ou une autre. Et donc là, je clique sur un dashboard. Tout ça, c'est dans le cloud. Et je peux après naviguer tranquillement sur mes différents KPI. Pour information, cette machine, je l'ai ouverte à tout le monde. Elle est utilisée par les commerciaux chez Microsoft, elle est utilisée par qui veut. C'est sur mon blog, cette machine, c'est frit.cloudapp.net. Vous y connectez en mettant le nom du domaine /demo, le mot de passe /word1 avec un P majuscule. Je vous redonnerai ça si ça vous intéresse de jouer avec cette démo, avec cette machine. Pourquoi je dis ça aussi? Parce que je me suis aussi permis de créer ici des vidéos qui expliquent comment créer chacune des briques, que ce soit des tableaux de bord, que ce soit des tableaux de ce type-là, en fait, le partage de vos fichiers Excel, ce genre de choses, ça c'est des choses qui plaisent très bien, et avec la possibilité aussi, si vous le souhaitez, par exemple ici, de choisir un rapport et de pouvoir
ici, utiliser un éditeur, voilà, un éditeur en ligne de création de rapports. Ce que je suis en train de vous montrer quand même, c'est une technologie dont l'avenir est incertain. D'accord? C'est dans du SharePoint, là vous avez vu du Silverlight. Ok? Il y a d'autres choses qui vont arriver, mais déjà, ça peut déjà vous donner des idées de ce que l'on peut faire avec des machines virtuelles ouvertes dans le cloud. Et donc là, je vais arriver, donc, dans quelques instants, avec la possibilité de créer un tableau croisé dynamique directement dans le cloud. Bon, je pense qu'il est un petit peu capricieux sur mon rapport, donc je vous prie de me croire sur parole. Je vais laisser mouliner, puis je vais continuer. Est-ce que c'est clair et est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, on est entre nous encore une fois, hein, donc profitez-en. Hein. Question peut-être? Là, ce que je viens de vous montrer, en fait, c'est des machines virtuelles que moi j'ai mis dans le cloud. Toutes les données sont dans une base SQL qui sont hébergées sur un serveur SQL qui tourne dans le cloud. D'accord? Donc c'est dans le nuage. C'est sur un data center quelque part en Europe, mais elles ne sont plus chez moi les données. En France, c'est quelque chose qui tique, qui gêne encore, parce que nous, Microsoft, on n'a pas encore de data center en France. Et donc, comment? Ah non, c'est vous qui allez ouvrir un... Vous allez... Ah non, parce que si un jour vous avez la chance de visiter les data centers Microsoft, les personnes qui ont accès aux locaux physiquement ne connaissent rien des machines, n'ont aucun mot de passe, n'ont rien du tout. C'est d'autres personnes qui sont à Seattle et sur une autre région, sur un autre continent. Donc il n'y a aucun moyen, c'est vite dit aucun moyen, mais c'est super secure, normalement il n'y a aucun moyen qu'on ait accès à vos données. De toute façon, toutes les données ne sont pas éligibles dans le cloud, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'on pousse vraiment les solutions hybrides. Et c'est pour ça que je disais, ce que je vais montrer, comme c'est pour mes démos de tous les jours, c'est la machine qui tourne là-haut, ok, très très bien. Mais on a aussi monté sur ce qu'on appelle le MTC, le Microsoft Technology Center, dont nous, en France, on a la chance d'en avoir un. On a monté toute une plateforme avec un VPN vers nos machines virtuelles qui tournent dans le cloud. Et ce qui fait que lorsqu'on fait des demandes de rapport, hop, ça mouline, ah bah j'ai pas les données, je demande une requête, pouf, les données sont remontées et c'est affiché sur le rapport. Mais les données restent bien chez nous sous contrôle. Ouais. Exactement, il y a ça. Et puis, il y a aussi, dans certains pays, il y en a, ils peuvent aller plus facilement vers le cloud. Je sais qu'en France, il y a toujours des restrictions. Donc, je ne peux pas répondre. Nous, on demande, on aimerait bien, hein, parce qu'on se ferme des portes à cause de ça. Il y a des projets qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'a rien. Donc, on passe par des partenaires, en fait, après. On passe par des partenaires, on fournit des solutions et l'hébergement reste en France, mais ils utilisent une partie de notre cloud. Le cloud Azure de Microsoft est très, très flexible. Donc on peut imaginer vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, non, on n'a pas de data center en France. Est-ce que c'est plus clair? Bof? Bon, je viendrai me parler après, alors il n'y a aucun problème. Bon, ce que je vous ai montré... Oui. Ouais. Ouais. C'est un super bon point, ça. Entièrement d'accord. Mais ça, c'était il y a longtemps. Ça, c'était avant. Ouais, mais c'était ça. Ça, oh oui, ça. Oh bah. Non, mais vous imaginez le truc. Ouais, j'arrête mes machines et tout, tac, tac. Et puis vous arrivez à la fin du mois, j'ai 800 euros. J'ai pas dit 800 euros au hasard. J'ai 800 euros, c'est quoi ce bazar? J'ai éteint mes machines. Non. Ah non, mais c'est... Fallait voilà, et alors, on conservait le VHD, mais il fallait déprovisionner la machine, en fait, détruire le socle qui permettait d'utiliser la machine. Ouais.
Bien sûr, c'est des scripts PowerShell, mais c'est pas user-friendly. On dit, ouais, agilité, tout ça, il faut faire du script, il faut faire attention à ce qu'on a à nos machines. En termes de productivité, c'est un peu moyen. Non, non, ça c'est bon, ça n'existe plus. Vous appuyez sur stop, c'est fini. Vous payez quand même le stockage du VHD, mais c'est rien. C'est rien. Voilà, vous payez plus ce qu'on appelle le compute, le calcul. Ça c'est fini, ça. Mais avant, oui, il fallait bien la désallouer, sinon, bah, vous pouvez revenir dans le cloud, il n'y a plus de problème maintenant. Il n'y aura plus de surprises prises comme ça. Comment? Il y en aura d'autres, ouais. Ah, ouais, mais ça n'arrive qu'à toi aussi. Hein. Ok, donc là on a vu des solutions IaaS. Maintenant on peut imaginer des solutions un peu plus modernes, hein, donc il y en a qui parlent de BI 2.0, pourquoi pas, et de dire utiliser des services qui sont à notre disposition pour faire des choses un peu plus agiles et surtout sans aucune machine. Donc comme je disais, hein, c'est là où on va commencer à parler comment à y aller hein, dans le cloud. Donc je disais, donc j'ai peut-être pas été assez clair dans le scénario précédent. Si vous avez des VHD, pour migrer, hop, vous migrez votre VHD, le temps de l'upload, pour faire vos connexions et tout, boum, c'est parti. Par contre, quand on part sur des solutions pures PaaS, plateforme as a service, donc avec des services que vous allez consommer, pour un projet existant, c'est tout à fait possible avec des migrations, avec SSIS et tout ce genre de choses vers des stockages de données, mais c'est surtout idéal pour des nouveaux projets. Et c'est là où je vais vous parler de ce qu'on a fait cet été, justement, avec un nouveau service qui est arrivé. Nouveau projet, donc un grand journal de France qui aimerait donc se mettre au numérique et tout, nanana. Et puis, on a commencé un projet. Donc, il partait vraiment sur quelque chose de nouveau. Lorsqu'il a commencé à nous dire, oui, je vous envoyais un petit jeu de données, ça va être 7-8 fichiers, format CSV à peu près, pas à peu près, parce que même lui n'était pas encore sur des formats au début, de quelques dizaines de gigas. Ah oui, quand même. Donc il va falloir pouvoir encaisser ça. Surtout comment je vais vous le transmettre. Okay. Donc là, le cloud aussi va vous proposer des stockages qui vont être sympas pour justement encaisser ce type de stockage. Donc un blob storage, vous pouvez aller jusqu'à 500 Tera de données, d'accord, ce qui n'est pas négligeable. Et puis surtout, on a ouvert une subscription Azure qu'on a partagée avec notre client. Donc lui, il ira chez lui, il upload les données. Nous, dès qu'ils sont là, on peut les traiter. Donc on stocke et on traite de larges volumes de données brutes. C'était son CSV, il nous a envoyé son schéma de données, comment le séparateur, ce genre de choses, les colonnes, et après on a traité ça. Et je vais vous montrer comment on a fait ça. Et là on a utilisé des services pour le stockage de toutes les données, c'est important ce que je dis toutes les données, pour les transformer, vous allez voir comment on les a transformées, et surtout aussi pour les visualiser, parce que la finalité du truc c'était de faire de la BI là-dessus. C'est là où le cloud à continuer justement en tant que service. Et si jamais je reprends la partie SQL, et c'est vrai aussi pour tout un tas d'autres choses, hein, mais pour la partie SQL, il y a une brique qui s'appelle Azure SQL Database, d'accord, qui est maintenant, c'est juste le service. Hein, vous venez, vous n'installez pas de machine, rien du tout. Je vous dis, je veux un serveur et je veux une ou plusieurs bases de données avec tel ou tel niveau d'option. Voilà, encore une fois, n'oubliez pas votre carte bleue, c'est important. C'est pour nous Microsoft, dans l'HP, dans le ça. Et là, vous allez donc avoir vos bases de données. Et c'est vrai aussi pour d'autres services. Donc justement, en termes de services pour la donnée chez Microsoft, pour tout ce qui est gestion des événements, vous avez quelque chose qui s'appelle Azure Event Hub, et je pense que ça peut valoir le coup pour ceux qui sont au fond de faire un petit zoom. Voilà. Qui va vous permettre donc d'ingérer de la donnée. Okay. Cette session n'a pas pour objectif de rentrer en détail, mais c'est juste pour vous donner un peu ce qui existe. Et après, si vous avez des questions, d'autres points, on a fait pas mal de choses sur nos blogs respectifs où on pourra en parler après la session. Mais bref, pour tout ce qui est gestion des événements, notamment dans les scénarios IoT, Internet aussi. Vous voulez ingérer une grosse quantité de données. Vous avez des capteurs partout en France, récupérer l'information et la traiter. Azure Event Hub va récolter cette information. Ensuite, pour la traiter en sortie d'Event Hub, vous avez donc plusieurs choses. Vous avez quelque chose qui s'appelle Azure Stream Analytics, qui vient chercher l'information ici, qui la transforme et qui la ressort. Quand je dis qu'il la transforme, ça c'est super intéressant, la transforme avec des requêtes Transact SQL un petit peu modifiées. Si vous savez faire du Transact SQL, vous savez faire du Azure Stream Analytics. Et si vous êtes plutôt adepte d'Hadoop, open source, ce genre de choses, vous avez ce qu'on appelle Storm. Et nous, on propose une solution qui s'appelle sur une distribution Hortonworks dans HD Insight. Là, je viens de dire plein de mots barbares peut-être pour vous, mais j'y reviendrai après. Mais sachez que ça existe dans Azure pour ceux qui font ce genre de solution en temps réel. Pour tout ce qui est stockage de données, le plus simple, Azure Blob Storage. Et ça, on l'utilise vraiment
très très souvent, même avec notre client avec qui on a travaillé cet été, on avait un Azure Blob Storage, il nous envoyait tous ces CSV là-dedans, puis on venait les récupérer. Là, on est plus pour des données non structurées, semi-structurées. Pour tout ce qui est NoSQL, on a Azure Document DB. Et ensuite, si vous avez des données un peu relationnelles classiques, un peu ce que je vous ai montré tout à l'heure, la continuité de SQL Server en passe, donc dans le cloud en tant que service, Azure SQL DB qui est aujourd'hui en V12 et qui propose un grand niveau de compatibilité avec SQL Server sur site, qu'on n'avait pas encore il y a quelques mois. Et le petit nouveau, lui, qui est arrivé cet été justement, SQL Data Warehouse, qui va vous permettre de gérer des pétas de données en relationnel, mais aussi qui va embarquer le moteur Polybase, qui va vous permettre d'aller requêter aussi bien des données non structurées que les données se trouvant dans vos bases. En clair, concrètement, ça veut dire quoi? Le client nous envoyait ces données-là. Il nous disait, voilà, c'est la séparateur, c'est le virgule. Le premier champ, c'est le nom du client. Le deuxième champ, c'est ça, nana. On faisait un create external table ici. Et puis après, on allait requêter les données là. Comme on a vu que les perfs n'étaient pas terribles sur un certain niveau de nombre de lignes, je parle à 200-300 millions de lignes, hein, parce que le schéma était là, les données étaient là, donc on allait requêter ici. On a juste fait une insert into de ce qui était là-dedans, le fichier CSV, transformé directement en table, dans une base relationnelle, sans passer par un ETL type SSIS par exemple. Et ça, c'est juste énorme. Et ça, je vais vous le montrer tout à l'heure. Et de toute façon, juste après ma session en salle rouge, il y a une session qui est dédiée à ça. D'accord? Donc je vous invite à y faire un tour si ça vous intéresse. Et donc tout ça, ça va vous permettre de justement gérer le stockage des données. Et après, pour processer les données, on peut imaginer tout un tas de services. Hein, donc, alors attention, j'ai quand même mis ça parce que ça, on l'utilise, c'est Analysis Services. Analysis Services n'existe pas en tant que service PaaS. C'est bien pour ça que j'ai mis entre parenthèses en IaaS. Infrastructure, c'est-à-dire que vous installez une machine virtuelle sur laquelle il y a Analysis Services et vous allez après, par contre, attaquer les données qui se trouvent dans votre Azure SQL DB ou dans votre SQL Data Warehouse. Une autre façon de processer les données, et surtout pour les donner de l'intelligence, c'est d'aller utiliser notre service de machine learning. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous avons sorti un service de machine learning qui va vous permettre donc de récupérer un flux de données qui peut très bien sortir ce qu'on a vu tout à l'heure, du Stream Analytics, pardon, là on ne le voit pas à cause du zoom, et dire, voilà, avec toutes les données qui rentrent, fais-moi une prédiction sur tel chiffre de vente ou sur telle chose. Donc là, vous allez pouvoir y appliquer des algorithmes, des transformations. Pour ceux qui font du R, vous pourrez intégrer du R ici dans le traitement de vos données, puis renvoyer tout ça sur je sais pas moi, vers du Power BI ou faire un autre lieu de stockage pour pouvoir les analyser a posteriori. Si vous êtes du monde Hadoop, donc en termes de transformation, il y a tout ce qui est Hive, Pig, etc. Et nous, tout ça, c'est chargé dans ce qu'on appelle HD Insight. Et donc, c'est un sous-ensemble. Hein, donc, c'est des clusters que vous pouvez monter. Ce que j'ai tout à l'heure, vous avez besoin d'un cluster plusieurs nœuds. Vous allez sur le portail, je veux un cluster HD Insight parce que vous avez besoin de faire une transformation Pig, par exemple. Et vous avez besoin de 4 nœuds. Hop, vous générez le cluster, ça prend environ un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, vous avez votre cluster complet et vous faites vos transformations. J'ai posté un article sur mon blog qui montre comment utiliser ça pour aller analyser les logs Wikipédia sur le nombre d'heures que vous voulez. Et en 20 minutes, dans Excel, vous voyez les articles qui ont été les plus lus sur les 2, 3, 4, 10 dernières heures, si vous voulez, c'est vous qui choisissez, en France, aux États-Unis, où vous voulez. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, vas-y. J'ai bien compris. Non, mais là en fait, vous êtes en train de pourrir ma démo. Là. Non, mais je plaisante. Mais oui, la réponse est oui, vous avez complètement raison, mais ça arrive bientôt. Ça n'arrive pas là. Et après, il y a tout ce qui est le data usage. Bon, ça, c'est justement comment lire les données. Hein. Alors là, j'ai mis Azure Marketplace parce que tout ce que vous allez faire ici, par exemple, vous allez faire des algorithmes plutôt intéressants avec le machine learning. Donc, ouais, question. Ouais. Le Spark, il est encore en preview, mais s'il est disponible. Si. On a même un connecteur pour Power BI. Mais effectivement, faut que je mette à jour mon slide. Ça va tellement vite aussi, ce qui arrive, c'est voilà. Mais le point est bon.
Et donc Azure Machine Learning, si vous avez fait un algorithme qui est plutôt pas mal, bah, vous pouvez essayer de le monétiser en le mettant, en le publiant dans l'Azure Marketplace pour qu'il soit ensuite consommable par n'importe quelle appli, notamment par un Excel Power Query. Si c'est le genre de choses qui vous intéressent, avec Isabelle, on a fait une session au Tech Days où on montre justement comment faire ce genre de choses pour l'analyse de sentiments sur des commentaires Facebook. Voilà, bon, on peut imaginer n'importe quoi après. Pour tout ce qui est reporting, bon après vous connaissez, hein, reporting services, tout ça pour venir aller consommer la donnée. Et pour orchestrer tout ça, Azure Data Factory. Donc vous étiez un peu en avance sur la démo. Non, il n'y a aucun problème. Hein. Qu'est-ce qu'il va permettre de faire lui? Bah, justement, Azure Data Factory. Et en plus, j'avais prévu des slides. Mais en fait, on a répété ensemble, c'est pour ça. C'est un service Azure pour orchestrer justement l'ensemble des mouvements, des transformations de vos données. Ces transformations vont être faites donc justement avec des pipelines de données. D'accord? Vous allez pouvoir décider de mouvements entre un blob storage et une base de données, entre un stockage chez vous, parce que ça supporte le mode hybride avec la notion de passerelle. Vous pouvez chercher des données qui se trouvent chez vous SQL, les remonter, les transformer avec un HD Insight, pourquoi pas, pour, je sais pas, justement une transformation PIC. Donc là, on est vraiment dans la philosophie du cloud, dans le sens où Azure Data Factory va aller chercher vos données. J'ai besoin de faire une transformation à la volée. Je n'ai pas de cluster HD Insight, parce que si vous un jour, faites comme moi, vous laissez tourner un cluster HD Insight pendant plus d'un mois, votre manager vient vite vous voir, vous dire c'est quoi cette facture de 8000 $, ah j'ai oublié d'éteindre mon cluster, donc là vous faites, voilà. Par contre, Azure Data Factory, lui, pour vous, il va monter le cluster, ça va prendre un petit quart d'heure. Une fois que le cluster est prêt, il va pour vous charger les données, appliquer le script PIG, transformer ces données et vous les renvoyer vers une destination que vous avez déterminée, une destination pérenne, du stockage Azure, une base de données, et détruire le cluster, si vous n'en avez plus besoin. Donc en fait, pour 3-4 euros, vous pouvez faire des transformations ultra puissantes et maîtrisées, contrôlées, parce qu'en plus, il va gérer pour vous les flux d'erreurs, etc. Et vous avez aussi une administration centralisée. Si jamais on essaye de regarder un petit peu, donc ça, c'est des flux de données, on imagine, hein, soit des données sur site, soit des données qui sont envoyées par des capteurs. Tout ça, donc vous allez les récupérer d'une manière ou d'une autre pour les stocker. Ensuite, vous allez faire imaginer un traitement. Donc tout ça, vous le faites à la main. Tac, tac, tac. Vous pouvez vous combiner MapReduce, Hive, et tout ça, blabla, ce que vous voulez. Vous faites des analyses machine learning. Après, vous refaites des transformations et des mouvements de données. Et ensuite, vous faites de la visualisation. Et bien, Azure Data Factory va automatiser le fait d'aller chercher les données, donc il va créer pour vous les datasets. En fait, ce que va faire Azure Data Factory, c'est lui dire, voilà où c'est la source de données, et voilà le schéma que j'applique. Voilà, boum, vous allez venir appliquer un schéma là-dessus. Une fois que le schéma a été fait, vous allez définir des activités sur ces données qui sont en entrée. La transformation, du mouvement, la prédiction, ce que vous voulez. Et ensuite, tout ça, en fait, c'est ce qu'on va appeler un pipeline qui va vous regrouper de façon logique vos activités. Analyse de log sur un temps bien précis. Puis une fois que j'ai fait cette analyse de log, je renvoie dans notre pipeline qui va me les diviser par activité ou par sujet. France, Microsoft, BI, pour pouvoir justement segmenter tout ça si vous le souhaitez. Et donc voilà pour tout ce qui est les concepts, hein, donc les data sources, ingérer les données, analyse et publication. Voilà, 2 mots sur Azure Data Factory. Pour vous dire ce que ça fait, c'est extrêmement puissant et maintenant les éditeurs sont directement sur le portail, alors qu'avant il fallait faire du PowerShell direct sur son poste de travail, là maintenant on peut tout faire en ligne. Donc moi ce que je vais vous montrer concrètement c'est ça. Donc une fois que vous avez à peu près l'image globale des différents services, quand un nouveau projet arrive, vous dire ouais, ok, bon, j'ai besoin de gros volumes de données, peut-être une puissance de calcul qui va pouvoir s'ajuster en fonction de mes besoins, puis by the way, bien entendu, visualiser la donnée. Le dernier point pour nous était facile, c'était Power BI. Comme ça, c'était réglé, tac. Après, comment on allait faire pour échanger, pour stocker les données? Azure Blob Storage, c'était évident. Au début, on voulait partir sur du Azure SQLDB, bien entendu. Et nous, on a eu de la chance. On a pu faire partie de la private preview d'Azure de SQL Data Warehouse, donc on a pu jouer avec ça. Donc l'architecture que l'on a fait donc, pour les données Azure Storage. Ensuite, pour tout ce qui est l'utilisation en termes big data, donc SQL Data Warehouse, pour toutes les raisons que vous avez ici, donc plusieurs pétas de données, mise à l'échelle. Ah oui, une chose qui est super intéressante ici, et je vais vous le remontrer, c'est que SQL Data Warehouse, vous pouvez le mettre sur pause.
faut savoir que si vous êtes à 100 DWU, c'est l'unité de mesure de puissance, Data Warehouse Unit, vous êtes à 70 centimes de l'heure. Mais si vous avez besoin de beaucoup de puissance et que vous montez à 2000 Data Warehouse Unit, donc avec plein de processeurs calculés en parallèle, parce que c'est aussi du massivement parallèle, on monte à presque 15 € de l'heure. Ça peut aller vite si vous laissez tourner. Par contre, vous pouvez mettre sur pause, donc vous arrêtez le process de calcul, mais vous conservez le stockage. Il faut voir aussi dans SQL Data Warehouse, on a séparé le stockage du calcul. Le stockage, il sera toujours là, il n'est pas cher, ça j'ai déjà dit plein de fois, mais le calcul, si vous n'avez plus besoin, vous mettez sur pause. Vous avez besoin de votre base, vous la redémarrez. Ça se fait en quelques dizaines de secondes, ça va très vite. Ah bah là, ils sont refusés même carrément. C'est là, vous n'avez plus besoin de la base, pouf, pouf. Après, ou sinon, vous diminuez, vous mettez à l'échelle en fonction de vos besoins. Question. Ah non, 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 non. Ah non, non. Ça, faut faire attention à ça. Après, on peut très bien imaginer faire nos calculs et tout, nanana, puis après, remettre ça vers une autre base si on veut. Le polybase, ce que je vous disais, pouvoir requêter avec une même requête SQL des données qui sont externes et dans la base de données, et sauvegarde automatique des données, ce genre de choses. Si vous récupérez les slides, j'ai mis trois petits points. En fait, c'est un lien vers le détail de SQL Data Warehouse, et puis bien entendu Power BI. Vas-y, c'est pas... Non, on n'est pas monté au PETA, mais je vais montrer le type de données. C'était des données CSV. Nous sommes montés à on a 1,5 milliard de lignes, et il y avait à peu près 200-250 gigas de données, mais qui nous ont été transférées en vrac. Ah non, non, bah, j'ai publié sur mon blog d'ailleurs, tout ce qu'on a fait cet été. Quand tu dis quel genre de système, c'est-à-dire? C'était par type de magazine, le nombre d'abonnés, de lecteurs, fréquentation, ce genre de choses. Bon, le mieux c'est que je vous montre. Hop. Je vous avais dit, je ne sais pas si j'ai respecté mon timing, mais je vous avais prévenu comme ça. Hop, reload, ah bah oui, je parle. Donc ce que vous voyez ici, c'est le nouveau portail Azure pour ceux qui ne le connaissent pas. D'accord. Et dans ce nouveau portail Azure, vous avez la possibilité, donc maintenant c'est en bêta, vous pouvez essayer de prendre la bêta donc d'Azure SQL Data Warehouse, plutôt de SQL Data Warehouse. Ici donc, dans Data Warehouse, vous avez l'administration du SQL Data Warehouse, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, bon, bien sûr, j'ai allumé ma base de données pour faire les démos, mais si vous n'avez plus besoin, vous mettez sur pause. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous avez besoin de d'une grosse puissance de calcul, vous pouvez mettre à l'échelle. Voilà, donc ce que je vous disais, moi je me suis mis au minimum ici, avec 100 Data Warehouse Unit. Déjà, ça, honnêtement, ça pulse pas mal, mais si vous avez vraiment besoin de beaucoup de performance, vous pouvez monter ici. Ah, j'étais un peu trop loin, c'est 14 € de l'heure, ça va, c'était pas 15. Bon. Et c'est des dollars, donc on est large. Sincèrement, j'en sais rien. Là, en fait, c'est parce que je suis en anglais, donc il y a peut-être, honnêtement, je ne me suis pas posé la question. En clair, si vous êtes à 2000 Data Warehouse Unit, pensez à arrêter vos machines. Vous avez la possibilité d'ouvrir ça directement dans Visual Studio et de commencer à traiter les données. Donc dans Visual Studio, ça donne ça. Encore une fois, il y a une session juste après la mienne pour aller en détail là-dessus. Et l'idée, c'est quoi? C'est de se créer des tables externes, ici. Ces tables externes, en fait, vous allez définir un schéma sur des données qui se trouvent dans un stockage Azure au format CSV. Donc si on regarde rapidement, parce que je ne veux pas non plus pourrir la session d'après, mais en fait, je lui ai dit, bah voilà, mes données externes, elles sont dans un stockage Azure, et c'est un fichier CSV dont le délimiteur, c'est ça. Et ensuite, je vais lui dire, bah, je vais créer une table externe, voilà, dont voici le schéma. Et by the way, comme je vais donner la location de mon compte de stockage dans lequel j'ai un conteneur, donc je dis tu vas dans ce conteneur, ça c'est défini de manière générale, et je dis bah, dans ce conteneur, tu vas aller dans le dossier sales. D'accord? Le dossier sales, c'est juste c'est sur un blob storage classique qui est accessible ici en fait. Donc là j'utilise un outil qui s'appelle Cloud Explorer qui est très bien. Hop. Donc c'est sur mon compte de stockage qui s'appelle From Air Storage, dans lequel j'ai un conteneur qui s'appelle Demo DW, et je lui ai dit, tu vas me chercher les données qui sont dans Sales. Donc ce qui se passait avec notre client, on lui disait,
disait, bah, dès que tu as un nouveau fichier pour, je sais pas, pour les nouveaux abonnés, qui a une structure propre pour les abonnés en termes de nom de client, nom du magazine, et tout, etc., tout dans le même ordre, tu vas nous les mettre ici, par exemple. Ce qui fait que, ici, là, si vous regardez, pouf, j'ai qu'un fichier. Alors, pour la démo, j'ai pris un petit fichier, hein, il fait 5 lignes. D'accord? Ce qui fait que si, maintenant, cette table, je la requête, parce que après, une fois que vous avez déterminé votre external table, vous faites du transact SQL comme vous avez l'habitude de faire. Je fais un select ici, là, boum. Je dis, vas-y, va me chercher les données. Il va, boum, voilà, il me ramène les 5 lignes de mon fichier. C'est mon fichier il n'est pas dans ma base de données, hein, c'est très important. Dans SQL Data Warehouse, je lui ai juste dit où se trouve le fichier et le schéma appliqué. D'accord? Maintenant, pour que ma démo soit un peu plus concrète, je vais faire le client. Voici un deuxième fichier. Je vais le mettre sur le cloud là-haut, dans le deuxième, dans mon fichier sales. D'accord? Et je vais lui demander de me refaire un select étoile. Donc là, je suis à 5 lignes. OK. Je lui fais, allez, vas-y. Hop, il va me refaire la requête. Et maintenant, je passe à 10 lignes. Parce que les fichiers ont la même structure. Donc, comme ça, vous pouvez rajouter vos fichiers et tout. Là, il y a 10 lignes. Ouais, ça va vite, la démo, elle marche super, elle pulse même. Sauf que dans la vraie vie, on s'est retrouvé à la fin 1 milliard de lignes. 1 milliard de lignes, je fais mon select étoile, ça prenait, c'est sur mon blog, hein, les chiffres sont sur mon blog pour aller voir, 10-15 minutes. En termes de perf, c'est moyen. Bah, qu'est-ce qu'on a fait? Un insert into from la table externe. Pouf, on a tout ramené dans notre base Data Warehouse. Et après, le select étoile, c'était plus qu'une minute, 2 minutes, à 100 DWU. Donc quand on passait à 2000, c'est passé à quelques secondes. Après, c'est la carte bleue qui chauffe, mais ça, c'est autre chose. Pas d'ETL. On a récupéré les données de nos clients qui étaient chez lui, qui nous envoyaient par gros paquets, comme ça, qu'on a intégré dans une base SQL, sans un ETL, sans transformation, etc. Et puis une fois qu'on a fait ça, bah youpi, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on va côté Power BI. Et puis, alors, Power BI, je pense que vous connaissez un petit peu, parce que il y a plein de sessions qui ont été faites, mais l'idée, c'est voici le portail de Power BI Service, parce que voilà, Power BI, aujourd'hui, on mélange tout, mais lorsqu'on dit Power BI, on pense vraiment, ici, hein, je me suis connecté sur l'adresse app.powerbi.com. OK, je suis connecté, paf, paf, je n'ai rien installé sur ma machine, c'est un service, software de service. Vous pouvez l'appeler aussi Power BI Service. Et à partir de là, il y a 3 choses. Je peux créer des dashboards, des rapports, et bien sûr, tout ça, bien joué, à partir de datasets, de sources de données. Et où est-ce que je vais chercher les données? Dans la partie Get Data. Je ne vais pas tous les passer en revue, hein, parce que je vois que je suis en train d'exploser le timing. Mais moi, je veux chercher à partir d'une base de données, et on vous fournit le connecteur Azure SQL Data Warehouse. C'est pas bon, ça? Ce qui fait que, boum, là, je vais ici, je vais là, je fais connect. Il va me demander des informations. Mon serveur, OK, très bien. Je reprends l'adresse qui est là. Je clique ici. Voilà. Hop. Ah oui, voilà, ça marche, hein, en fait. Le truc de tout à l'heure, là. Donc, donc, vous pouvez éditer directement vos rapports directement en web. Pouf, je lui mets le nom de mon serveur, le nom de la database, hop, le user qui s'y connecte, le mot de passe. Je fais connect. Et si tout va bien, il va me rajouter donc, il m'importe les métadonnées. Et si je vais ici, je fais explore et je récupère l'ensemble de mes tables. Je peux aller requêter mes external tables. Si là je vais requêter mes 10 lignes, ça va le faire. Si je vais chercher mes 1 milliard de lignes, il faut être patient. Donc ça peut relancer la consommation de café, tout ça. Ouais, question. Il n'y a pas de notion de gateway. Non, c'est ça qui est fort, parce que tout est dans Azure. Je vais y venir après à la gateway. Non, en fait, on a beaucoup répété, parce que c'est le scénario d'après, c'est l'hybride. Et donc, on parle de la gateway. Ouais, je vous ai à l'œil. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, bah voilà, ici, moi, j'ai une table. Et regardez, ici, j'ai compte of number, je compte le nombre de lignes. Vous avez vu, hein, il a été dans le cloud chercher ma table que j'ai créée à l'avance, hein, pour cette démo. J'ai plus de 70 millions de lignes. Okay, donc après, je peux lui dire, bah hop, tiens, montre-moi les ventes par pays. Donc là, maintenant, là, il est obligé de
de faire les calculs qui vont bien pour pouvoir répartir le nombre de ventes par pays. Ça va prendre une petite dizaine de secondes, hein. Même pas. Rappelez-vous, derrière, je suis qu'à 100 DWU, 70 centimes de l'heure. Je traite 70 millions de lignes comme ça à la volée sans en avoir installé sur mes machines. Je vais, voilà. Après, bien entendu, hein, c'est en fonction où je clique, il sait faire les croisements, les trucs, les machins, et hop, il va mettre à jour ici, bon, voilà. Tout est en mode web, c'est un service qui est vraiment bien avancé. Pourquoi? Parce que, admettons, bon, bah, je vois que la France et l'Allemagne cartonnent plutôt pas mal. Je peux dire, bah, ok, bah, je vais aller chercher la France et je vais dire, bah, l'indicateur est dans le vert. Boum, admettons. Donc vous pouvez après refaire de la BI avancée directement sans avoir lancé l'outil. Puis je voulais vous montrer ça parce qu'on nous le demandait depuis des années, on n'était pas foutu de le faire. Maintenant qu'on est capable de le faire, voilà, que vous le sachiez. Hein. Donc pouvoir mettre les bonnes couleurs aux bons endroits. Voilà. Bon, on va peut-être avancer. Est-ce que c'est clair? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, pour rebondir, parce qu'on a vachement bien bossé ensemble, je ne veux pas voir mes données dans le cloud. Toujours la même histoire. Donc on va penser à l'hybride. Power BI va proposer des passerelles. Il y a juste le timing qui n'était pas très bon, mais sinon on était OK. Deux types de passerelles. Une passerelle plutôt personnelle où c'est quelque chose que vous devez installer sur le site, hein, le plus près possible de votre serveur. La Personal Gateway supporte toutes les sources que vous avez dans Power Query, sauf Active Directory, Exchange et ODBC. Bon bref, ça on peut le revoir sur le site du support, mais il me semble que c'est ça. Ça va vous permettre donc de faire des refresh à la demande ou planifié. Attention, les données là remontent dans Power BI Services pour mettre à jour le rapport. D'accord? En fait, vous créez votre rapport avec Power BI Desktop, donc l'outil gratuit pour faire vos rapports en Power Query et en Power View, ou avec Excel, avec les add-ins Power BI qui vont bien. Vous faites vos rapports. Vous publiez le rapport dans Power BI Service. Ce que va faire Power BI Service ou Power BI, hein, comme vous voulez, le portail, il va récupérer le schéma de données, les connexions, et après il se débrouille. Après, si vous voulez, le fichier il peut disparaître. Et après, une fois que vous avez la passerelle, il ira mettre à jour les données. Mais il ramènera quand même les données. Question? Non, que les données du rapport sont stockées dans le cloud. Mais on peut faire le refresh, et ça, je vais vous le montrer. Si vous ne voulez pas vos données stockées dans le cloud, vous pouvez faire du live query. Le live query, c'est un connecteur qui se connecte directement sur votre source de données. Alors, on va être clair tout de suite. La source de données, c'est Analysis Services tabulaire, pour le moment. Alors, ne me tirez pas dessus, hein, le multidim, on le demande, il va arriver. Donc, voilà. Un peu souvent, je me fais tacler à ce niveau-là. Donc, pour le moment, c'est tabulaire, ça marche plutôt bien. Et là, on est en live query. C'est-à-dire qu'on vient chercher les données, on vient les lire. On lance les requêtes, on lance les regroupements, c'est lui qui prend les calculs. Ce qui fait qu'en mode hybride, si jamais je reviens ici, voilà, je reviens sur, admettons, je vais sur ce dashboard là, démo, don't save, ça je m'en fiche. OK, voilà mon rapport, qui vient donc d'une base de données SQL, qui est ici. Là, je suis sur site maintenant, alors attention, là, le Management Studio que vous voyez manage mon SQL Server qui est sur cette machine-là, d'accord, sur lequel j'ai installé la passerelle BI Gateway qui est là, d'accord. Et je vais modifier les données. Je vais dire, bah voilà, en Espagne, parce que là, le country 2, c'est Espagne dans mon cas. Je vais lui dire, bah, on va le passer à 51 ventes. Ce qui fait que si maintenant je reviens côté Power BI, ou Power BI Services comme vous voulez, je dis, bah voilà, la source de données c'est celle-ci, et je lui demande de me faire un refresh. Et donc ce qu'il va faire, si tout se passe bien, il va aller, il va passer les informations. Je sais pas, vous voyez peut-être, si vous ne voyez pas bien, il faut le dire. Hein. Donc là, il est en train de rafraîchir. Là, vous voyez le petit logo là. Et boum. Ici, je ne sais pas si vous avez vu, l'Espagne a explosé. Est-ce que ça a été clair? Parce que c'est entre deux zooms. Sinon, je la refais. Hein. Et là, on était à 140. Boum, il est passé à 197. Les données sont chez moi dans le cloud. Maintenant, j'ai aussi une machine virtuelle qui est ici. Ou ça peut être une machine qui est... oui. Alors, non, là, il n'y avait pas de SSAS. C'est le Personal Gateway qui ramène les informations. C'est Power BI Service qui fait les calculs. Là, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est le live query. Le live query n'est que pour Analysis Services tabulaire pour le moment.
Okay. Donc ici, je vous montre, j'ai une machine virtuelle. Ah bah super, j'aurais peut-être pu préparer le truc. Bon, croyez-moi sur parole, c'est sur cette machine-là, là, tant que ça démarre. Je fais Get Data, Database, Analysis Services, d'accord. On clique là-dessus. Et là, donc, tous les serveurs qui se trouvent chez vous, qui ont été référencés avec le connecteur Analysis Services, sont ici. Donc moi, c'est mon serveur Frit, il est là. Je clique dessus et je vais avoir accès. Donc, il va me chercher la liste de tous les cubes qui sont disponibles dans ma machine virtuelle ou sur site. Donc là, je suis en suspense, là, donc j'attends qu'il me le ramène. Et si tout va bien, donc je vais avoir l'ensemble des cubes que j'ai disponibles là et je vais pouvoir les choisir. Bon, bien sûr, il va me faire mentir, sinon c'est pas drôle. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on va le laisser mouliner un petit peu et je vais continuer. Ouais, il faut une fédération, une authentification Windows ou un trust domaine. Ça aussi, j'ai expliqué sur mon blog comment faire. Mais là, effectivement, ça marche moyen, donc je suis bien désolé. Croyez-moi sur parole, normalement, ça doit le faire. Écoutez, on va laisser mouliner. Alors, est-ce que c'est parce que l'autre côté, j'aurais peut-être dû démarrer les choses? J'avoue que je n'ai pas vérifié ça, bah, ça m'apprendra. Pouf, 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 server name. Est-ce que c'est... Ouais, ah mais non, ah bah si, c'est bon. Hop. Bon, écoutez, on va pas insister, on reviendra, ça se trouve, ça fera comme tout à l'heure, ça va arriver, sinon je reprends un autre serveur, c'est pas bien grave. Bon, il me reste 4 minutes, et il y a encore un sujet qu'on n'a pas traité. Alors, pour résumer, Power BI attaque aussi bien des données cloud, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, donc avec Azure SQL Data Warehouse. Ça, je ne voulais pas montrer, mais aussi on a tout un tas de connecteurs vers GitHub, vers Google Analytics, tout ça, donc vous pouvez consommer d'autres services. Sur site avec le Personal Gateway ou le SQL Server Analysis Services. Les connecteurs, by the way, je ne vous ai pas montré, se téléchargent à partir du portail. Vous avez un petit engrenage en haut, vous cliquez dessus, ou une petite flèche, je ne sais plus, et vous avez les différents connecteurs que vous pouvez les récupérer à ce niveau-là. Création de rapport avec Excel Power BI, et puis ensuite web browser ou directement sur les devices. On supporte très bien l'iPad, l'iPhone, Android, Windows, tout ça, sans problème. Ok, il me reste 3 minutes pour vous parler maintenant du cas temps réel. C'est vraiment des choses que l'on voit de plus en plus. Et pareil, aussi, là, ça va être une architecture plutôt orientée pass, avec ce qu'on appelle, dans le concept général, l'architecture lambda. Est-ce que c'est quelque chose... Qui connaît l'architecture lambda? D'accord. Pour les autres, rapidement, c'est quoi? C'est l'idée, c'est on récupère des événements. Et dans ces événements, on va pouvoir en faire deux choses. Soit on les traite en temps réel, pour justement avoir accès à l'information directement, avec un minimum de transformation, même si on peut le faire, on peut rajouter de l'intelligence à la volée s'il faut, faire l'analyse de sentiment, ce genre de choses. Ou alors on a une deuxième branche qui est plus en mode batch, on stocke l'information pour pouvoir revenir plus tard pour analyser des tendances ou la transformer ou faire des choses beaucoup plus complexes, avoir un historique. Vous pouvez traiter l'événement de deux manières, et ce même si vous le souhaitez, en parallèle. C'est ça l'architecture lambda. Et comment ça adressé donc dans le monde Azure Microsoft? Le point central ici, Event Hub. Protocole aujourd'hui supporté HTTPS AMQP. Si jamais ces protocoles ne sont pas supportés, on passe par une gateway qui peut être hébergée dans une machine virtuelle ou autre. Et ensuite, on va attaquer l'Event Hub. Ensuite, l'Event Hub va proposer les informations, les événements à sa sortie. À partir de là, vous allez venir consommer tout ça avec soit du Stream Analytics, on va le voir dans quelques instants, ou du Storm, HD Insight Storm, donc là, qui est plus du monde Hadoop. Et avec le Stream Analytics, par exemple, ou alors avec Machine Learning, faire des transformations pour faire des prédictions, ce genre de choses, pour, je sais pas moi, faire des recommandations sur un site web. Ah, tiens, vous êtes en train d'acheter du support chez Microsoft pour une valeur de 800 €, on vous propose aussi un PFE qui vient de chez vous pour 1 200 € en plus. Ça te coûtait cher. Voilà, ça te coûtait cher cette histoire. Et après, soit vous envoyez tout ça directement dans du Power BI que j'ai oublié de le mettre, c'est tant pis pour moi, ou en stockage. D'accord? Ouais, question? L'Event Hub. Alors, encore une fois, on a fait une grosse session au Tech Days sur le sujet avec mon collègue Benjamin Guilbertière. Vous pourrez voir la session, mais rapidement, Event Hub est là pour ingérer un max d'infos. Jusqu'à 1 million d'appareils peuvent se connecter sur l'Event Hub, et chaque appareil, donc le million, peut envoyer un événement seconde. Donc 1 million d'événements secondes, on est capable d'ingérer sur un Event Hub. Donc si on en mettez plusieurs, vous pouvez en encaisser beaucoup plus. Et ensuite, ça va
L'information va arriver ici, EventHub va le garder et vous allez en plus définir un temps de rétention. Je garde l'information 1 jour, 2 jours, 3 jours. Comme ça, si jamais pour X raison ici, il y a un problème, ça plante, vous pouvez dire, OK, bah, hop, on remonte les machines, on remonte le service et by the way, tu vas reprendre 1 ou 2 jours avant pour récupérer l'historique et repousser l'information. Ce que je vais vous montrer ici, c'est Twitter Analytics. Ah, j'ai un peu merdé mes animes, c'est pas bien grave. Twitter, flux d'informations continue. Bah, ce qu'on va faire ici, en full cloud, on va utiliser ce qu'on appelle des worker roles. Les worker roles, c'est tout simplement des jobs qui vont tourner dans Azure. Ici, c'est juste pour s'authentifier sur Twitter et récupérer les flux sur des mots-clés. Okay. Twitter vous propose aussi un système d'analyse de sentiments qui s'appelle Sentiment 140. Si vous connectez sur Sentiment 140, vous pouvez retraiter des mots-clés et puis vous dire, bah voilà, après vous entrez Microsoft, on parle en bien Microsoft, on parle en mal à 30, 40, 50%, ça, avoir la tonalité. On va aussi récupérer ces informations à ce niveau-là. C'est juste facultatif, mais on peut le faire. Ce qu'on va faire de tout ça ici, ce worker role utilise aussi du machine learning pour faire l'analyse de sentiments aussi. Donc vous avez 2 analyses de sentiments si vous le souhaitez. Ça, c'est juste un détail. Mais en fait, ce qui est important pour nous, c'est de dire, bah boum, voilà. On récupère tous ces flux dans le Event Hub. Twitter, ça envoie quand même. En fait, ça dépend aussi des mots-clés que vous allez prendre. D'accord ? Et à partir de cet Event Hub, soit on va faire un Stream Analytics pour lui dire, bon, allez, bah, tu vas me stocker tout ça, j'y reviendrai plus tard. C'est la branche patch de l'architecture lambda. Soit je vais avoir deux autres, comment ça s'appelle, Stream Analytics. Effectivement, j'ai un peu cafouillé dans mes animations. Voilà, je vais tout mettre comme ça, c'est réglé. Et là, vous avez la branche temps réel, où vous en avez une qui va agréger les tweets par topic. Typiquement, si j'ai mis le topic SQL SAT Paris, Microsoft, Big Data, il va me faire une agrégation pour calculer le nombre de tweets sur ces mots-là. Celui-là, il va être beaucoup plus basique. Il va juste faire un calcul sur l'ensemble des tweets pour pouvoir faire des proportions par rapport aux mots-clés. M'envoyer ça dans un autre Event Hub, parce que vous pouvez faire des cascades. Event Hub, Stream Analytics, Event Hub, Stream Analytics, etc. pour faire tout un tas de transformations. Et on va renvoyer ça dans un worker role sur du 3DJS pour nous faire un petit rapport custom. Pourquoi à l'époque rapport custom? Parce qu'on n'avait pas le connecteur Power BI temps réel. Maintenant, on a les deux et c'est ce que je vais vous montrer. D'accord? Donc ici, on imagine, hop, je reviens sur le home. Ici, j'ai un site web. Et donc, c'est tout simplement ici une application web dans Azure sur lequel tourne le petit bout de code que je vous ai montré qui s'authentifie sur Twitter et qui m'envoie ça dans mon Event Hub. C'est la seule partie dev custom qui a été faite. Et là, je vais dire, bah écoute, browse. J'espère juste que ça va marcher parce que ça... Bah oui, super. Et donc là, ça me récupère les tweets en temps réel sur Microsoft, Big Data, etc. Ce qui fait que si vous tweetez sur ces mots-clés, eh ben, moi, je vais tweeter. Donc, normalement, je devrais voir ma tête apparaître ici. Hop, c'est parti. Voilà, boum, démo temps réel, Big Data, c'est moi. Donc là, vous pouvez analyser tout ça en temps réel. Ça, c'est une appli custom qui a été développée, JavaScript, etc., pour pouvoir justement afficher tout ça en temps réel. Mais on a aussi sorti notre solution dans Power BI, d'accord? Donc, si vous allez donc, sur Power BI, donc j'ai fait un petit rapport. Voilà. Donc ici, c'est le dashboard. Et puis, normalement, il devrait commencer à se mettre à jour. Donc alors là, j'ai filtré. Là, j'en ai deux là. J'ai France. Vous voyez, ça bouge. Hein. Et j'ai mis aussi sur SQL SAT Paris. Donc SQL SAT Paris, on n'a pas trop tweeté là. Donc ça, c'est le nombre de users qui ont tweeté. Donc nous sommes 36 à avoir tweeté. Et ces 36 personnes ont envoyé 89 tweets. Et celui qui a plus tweeté, c'est notre ami Philippe Gégeur. Il n'arrête pas de tweeter, c'est un beau gosse. Retweeter. Là, il y a le Gus qui a tweeté. Il y a notre ami Jean-Pierre. Isabelle, tu es là. Je suis là, juste en dessous. Et puis après, j'aurais dû modifier pour qu'on se mette en rose. Comme ça, on aurait été raccord. Qui c'est qui a tweeté là? On est passé à 90. Oh yes. 91. Temps réel. Et donc voilà, soit vous faites du dev custom, comme je vous ai montré avant, soit Power BI est capable de le faire. Ce qu'il y a de rigolo, c'est que si jamais vous tweetez n'importe quoi, voilà, et vous pouvez justement après aller dans le détail des tweets, voir qui a tweeté et tout, etc. Et en retweet, il cartonne, Philippe. Hein. Quel beau gosse. Hein. Donc si je clique par exemple là sur le Gus,
pouf, voilà, le Gus apparaît ici. Il a que 6 tweets. Alors attention, je récolte que depuis, ouais, je vais être super honnête avec vous, ma démo, je l'ai fait marcher à 11h30 ce matin. Voilà, comme ça vous savez tout, mais je suis super content de vous montrer un truc qui marche, voilà. Temps réel, d'accord? Avec des services Azure. Il y a un petit bout de code, ok, fine. Ce bout de code vous permet d'aller vous authentifier sur Twitter. Parce qu'en plus, les petits coquins, ils ont changé leur façon de s'authentifier. Alors avant, c'était super simple, maintenant, il faut le hot, etc., de je sais pas quoi. Donc il a fallu galérer pour refaire le code. Comme prévu, j'ai exposé mon temps. Alors, je vais être très, très rapide. Alors, comment y aller? Je ne me suis pas pris la tête pour faire des animations. On se pose la question. Alors, en fait, j'avais un dilemme. Est-ce que je commence par dire si c'est un nouveau projet ou est-ce que les données doivent être dans le cloud? Peu importe. C'est ça, la vraie question, elle est là, aujourd'hui. Quand on arrive chez les clients, ils veulent faire du temps réel, du device, du truc, du machin. Est-ce que vos données, vous pouvez les mettre dans le cloud? Oui, non. Là, je suis parti, nouveau projet, mais ça reste pareil. Si les données peuvent aller dans le cloud, eh ben, on fait de la migration avec du SSIS ou du Azure Data Factory, ok. Si elles ne peuvent pas aller dans le cloud, est-ce qu'on peut faire une solution hybride? Si oui, eh ben, solution passe. Sinon, bah, machine virtuelle avec VPN. Sinon, on imagine les connecteurs comme on a vu, le Personal Gateway, le SSS connecteur tabulaire, LAV-Query. D'ailleurs, on va regarder s'il a marché. Et si vraiment, 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 on ne peut pas aller dans le cloud, mais on veut quand même faire de la BI mobile, eh ben, projet BI classique, ok, avec ouverture des ports qui vont bien. Puis on peut imaginer faire ça du SQL Server et du DataZen Server. En mobilité, DataZen, c'est pas mal. DataZen, c'est aussi la solution pour répondre sur je veux faire la BI mobile pour mes utilisateurs, mais je veux garder les serveurs chez moi. Bah, j'installe DataZen chez moi, le serveur, et puis j'ouvre les ports qui vont bien, et pouf, j'ai accès à ma BI mobile. Encore une fois, ce n'est pas la vérité, ça. C'est un chemin, c'est une vision parmi d'autres. Après, vous avez votre propre personnalité, comme je pourrais dire, votre propre expérience. Utilisez-la. Ce qui est important pour vous, c'est d'avoir connaissance des services que je viens vous montrer pour construire votre solution. C'est vraiment ça, le truc. Donc, les pour, les contre, hein, je crois qu'on les a vus. Vous aurez accès aux slides, hein, d'accord? Parce que là, j'expose vraiment mon temps. Parce que je voulais terminer par un truc que vous avez peut-être entendu parler, je ne sais pas, mais je voulais quand même. Azure Data Lake. Qui en a entendu parler? D'accord. Ça a été énorme. HDFS, storage HDFS directement dans le cloud, quelque part. En clair, vous stockez vos données comme elles sont. C'est un peu né comme vous êtes d'une certaine marque de haute gastronomie américaine, où vous venez... mais je plaisante en disant ça, on est bien d'accord. C'est stockage de la donnée telle qu'elle est, qu'elle soit structurée, semi-structurée, non structurée. Surtout, on promet pas de limite de taille. J'ai bien dit on promet. Personnellement, je n'ai pas encore pu le tester, on n'a pas encore accès, mais c'est la promesse qui est faite par le marketing. Prenez avec des pincettes, donc c'est le marketing qui a causé là, d'accord? Mais bon, je pense que ça va le faire. Très faible latence. Donc on va pouvoir imaginer tout un tas de scénarios, notamment pour tout ce qui est IoT et détection de fraude, d'accord? Il y a tout un débat sur le data lake. D'accord? Vous avez une grande place et vous mettez toutes vos informations dedans. Il y en a qui parlent de décharge de données. C'est pas beau comme mot, mais j'ai entendu ça. À voir. Data Lake, effectivement, ça peut être une solution. Ça va arriver. Donc, stockage très large capacité, à faible latence, et pour pouvoir appliquer les schémas sur données au moment où vous aurez besoin de les consommer. Ouais, question. Polybase, c'est quand même un service de base de données, hein, donc il faut quand même appliquer un schéma, quelque chose. Là, c'est vraiment, je stocke de la donnée. Hein. Là, je reçois quelque chose, j'envoie. Après, Azure SQL Data Warehouse, à chaque fois je vais mettre Azure. SQL Data Warehouse va après aller attaquer les données qui se trouvent ici, un Create Excellent Table sur Data Lake. Là, le client a été gentil avec nous, nous a envoyé des fichiers de 16 gigas, mais peut-être que dans quelques années, on parlera des fichiers d'1 Tera, 2 Tera. Azure Data Lake pourra l'encaisser sans problème. Même si un blob storage peut le faire aussi aujourd'hui. Mais... C'est pas impossible. Pour être honnête, j'ai regardé Data Lake rapidement ce vendredi-là.
Mais ouais, non, je vais regarder ce point-là. Mais en fait, c'est aussi, ça va marcher en concert avec Azure Data Factory, ça, clairement. C'est vraiment le concept, j'ai donné, j'applique une view dessus sur les données, et après je fais mon traitement, mon pipeline. Mais il y a peut-être effectivement ce que vous avez dit, mais ça c'est un point que je vais regarder, tout à fait. Puis voilà, 10 minutes de retard, je suis bien désolé pour le goûter en plus. Donc n'hésitez pas à évaluer, bien entendu, puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, merci d'être venu à cette session, et puis bon courage, parce qu'il reste encore une session. Merci, merci. Et si vous êtes intéressé par Parallel Data Warehouse et Azure SQL Data Warehouse, en salle rouge, il y a une session juste après. Merci à vous.